Nous démarrons ce bulletin d'information avec de la politique, le parrainage suspendu pour les prochaines élections locales. La caution demeure tout de même une décision de la commission politique du dialogue national. Selon Chersar, membre de la majorité, cette décision est à saluer. Le drame à Denver, le 5 août dernier, c'était le 5 août dernier, les dépouilles des 5 Sénégalais morts dont cet incendie criminel attendu ce soir à Dakar. L'enquête avance et l'espoir est permis de mettre la main sur les individus qui ont commis cet acte horrible, selon le porte-parole de la famille Dia, interrogé depuis les États-Unis par Eladine Dao. Je vous propose de l'écouter. Pour ce qui en est de l'investigation, nous savons nous tous que, en ce qui concerne l'investigation, il y a des informations que les autorités peuvent partager, mais il y a beaucoup d'autres informations qu'ils ne peuvent pas partager pour protéger les pistes qu'ils ont déjà. Donc pour vous dire que nous savons de manière très précise toutes les autorités concernées, aussi bien le chef de la police de Denver, le maire de Denver, le attorney général de Denver. On a eu des rencontres avec ces autorités. Donc, ils nous ont promis d'en faire une priorité. Et donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Et quand on aura beaucoup plus d'informations, on va vous revenir. Mais pour le moment, on peut vous rassurer que les autorités de Denver suivent de très près le dossier de la famille John. Et en ce qui concerne les dépouilles, nous savons que les corps ont été remis en possession de la famille basée ici dans le Colorado. Et avec l'assistance du consul général, Elhadji Amadou Ndao, donc les corps ont été transférés à New York. Et là, on est sur les dernières démarches pour les faire venir au Sénégal. Et nous estimons que les corps vont arriver au Sénégal au plus tard mercredi dans la soirée. Et puis le FRAPP saisit l'OFNAC pour dénoncer le ministre du Développement communautaire et le député Diop Sy pour délit de favoritisme et conflit d'intérêts. Selon son mandataire, la déontologie parlementaire ne devrait pas permettre à ce dernier de gagner ce marché. Guy Marussagna en parle au micro de Fatou Bintou Conté et Youssou Baro. L'audition a commencé à 10h21 et c'était une audition qui a permis au mandataire du FRAPP que je suis de confirmer auprès de l'OFNAC sa dénonciation à l'endroit de monsieur le député Demba Diop Sy, mais également de monsieur le ministre Mansour Faye, ministre du Développement communautaire. Dénonciation pour des actes que nous considérons comme un conflit d'intérêts, comme un délit de favoritisme entre monsieur le ministre Mansour Faye et monsieur le député Demba Diop Sy. Nous avons expliqué à l'OFNAC pourquoi est-ce que nous pensions cela. Nous pensons que M. Demba Diop Sy a manqué de déontologie parlementaire. Nous pensons que l'Assemblée nationale, jusqu'au plus haut niveau, à travers le président de l'Assemblée nationale, a manqué de déontologie parlementaire. Même si le député Diop Sy devait accepter ce marché, l'Assemblée nationale n'aurait pas dû permettre à M. Diop Sy de bénéficier de ce marché. L'Assemblée nationale est éclaboussée, d'accord, par un scandale en inadéquation avec ce qu'on appelle la déontologie parlementaire. Nous ne pouvons pas accepter que dans ce pays-là, l'endroit où l'on vote les lois, que ce soit le même endroit où on piétine les lois. Et puis les étudiants pessimistes à 6 jours de la reprise, à moins de 6 jours de la reprise des cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le campus pédagogique manque pratiquement de tout, de riposte contre la pandémie, notamment à la faculté de droit. Une assemblée universitaire sera tenue ce mercredi pour statuer sur les propositions du COUD. Un sujet signé Mohamed Samb et Mohamed Dia. À 11h30 du matin, ces jeunes ont déjà fini de désherber le campus social de l'UCAD. Tout comme Ousmane Baye, les présidents des amicales des étudiants ont suspendu leurs vacances pour redorer le décor de l'espace universitaire en vue de la reprise des cours la semaine prochaine. Et depuis que l'université est fermée, nous sommes ici restés à l'université en tant que représentants étudiants pour travailler en parfaite synergie avec l'administration, que ce soit au niveau du campus social comme du campus pédagogique.
Vous voyez, l'université va ouvrir ses portes d'ici 6 jours et que nous avons noté des changements partout, que ce soit au niveau du campus social, mais aussi au niveau des campus pédagogiques. Mais il y a aussi des manquements qu'on peut noter au niveau des campus pédagogiques, parce que vous voyez, le campus social est très beau, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Même si cet étudiant magnifie la volonté de l'administration universitaire de restaurer l'image du campus social, il déplore tout de même la reprise des cours en présentiel. Les étudiants de master 1 et de licence 3 vont venir faire les cours en présentiel parce qu'ils constituent 25% de l'effectif. Et les autres, c'est-à-dire à savoir les premières années, deuxième année et master 2, vont entre-temps faire les cours en ligne. Chose que l'on a toujours déploré nous en tant qu'étudiants. Surtout s'ils touchent la couche la plus vulnérable qui est le premier cycle, deuxième année et première année. Le décor n'est pas enchanteur à la faculté de droit. L'un de ses pensionnaires dénonce ce qu'il appelle manquement. Au niveau du campus pédagogique, il y a beaucoup de manquements. Il y a trop d'herbe au niveau à hauteur de votre genou. Si vous allez là-bas, vous allez penser que vous êtes dans des cimetières. Rien n'a changé, il y a trop d'herbe. Et au niveau de la faculté de droit, s'il y a pluie, presque au niveau des grands amphis, il n'y a plus d'électricité. Et avec l'hivernage, il fait trop chaud. Je pense que les autorités devraient profiter de cette période pour essayer de refaire au minimum la climatisation et l'éclairage au niveau des bâtiments. Les étudiants se disent pessimistes pour le retour aux amphis. Une assemblée de l'université est prévue demain pour statuer sur les propositions émises par les autorités universitaires. L'envoi par SMS des résultats du baccalauréat 2020 n'est qu'une modalité parmi tant d'autres. L'Office du bac n'a reçu aucune notification de la part de la Commission nationale des données personnelles concernant cette modalité. Une précision du directeur du bac en marge d'une cérémonie de remise de matériel de protection contre le coronavirus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Lorsque les candidats s'inscrivent, ils nous donnent leur numéro de téléphone. Et par le passé, ces numéros ont été utilisés pour leur donner des résultats ou pour leur donner des informations. Nous avons mis un formulaire où nous avons demandé aux élèves de mettre à jour leur numéro de téléphone. Comme je vous le dis, nous avons déjà les numéros, mais nous voulions une mise à jour. Parce que nous, tout ce que nous faisons, on le prépare à l'avance. Et donc, nous avons, dans un premier temps, regardez la configuration des numéros qui nous sont donnés. Il y en a beaucoup qui sont des numéros fixes. Vous ne pouvez pas envoyer de SMS là-bas. Les autres qui sont des numéros de portable, il y en a beaucoup parmi eux. Si vous appelez, vous tombez sur quelqu'un qui n'est même pas dans la même localité que l'élève ou le candidat concerné. Donc nous nous sommes dit que peut-être les gens ne savaient pas que ces numéros allaient être utilisés pendant l'examen. Donc il faut leur demander, disons, de mettre à jour leur contact téléphonique. Pour la bonne et simple raison que le SMS est une des modalités pour donner les résultats. Et ça a été utilisé par le passé. Tout comme les radios. Dans cette année, nous avons dit, avec le contexte de Covid, l'utilisation de la radio et des SMS ne peut plus être tout simplement facultatif. Ça devient la modalité centrale. Et donc, il faut assurer qu'elle marche. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction le Mali, où la junte qui tente de rassurer les partenaires étrangers. Surtout après le coup d'État, donc Cheikh Tidiane Diaw, la junte militaire, s'ouvre aux partenaires internationaux après leur rencontre de plus de 3 jours avec les émissaires de la CEDEAO. Les militaires veulent rassurer tous les partenaires après ce coup d'État. Un récit donc signé Al-Hassan Ba. Les émissaires régionaux sont partis, mais les militaires, eux, poursuivent leurs consultations et reçoivent les diplomates. L'objectif est de rassurer les partenaires étrangers. L'ambassadeur des États-Unis à Bamako, par exemple, Denis Hankins, a été reçu hier mardi à Kati, près de Bamako. Il n'y a pas eu de déclaration officielle, mais on sait que depuis le coup d'État, les Américains ont réduit la voilure en termes de coopération avec le Mali. On peut donc deviner qu'il y a eu une opération de charme à leur endroit. Le balai diplomatique s'est poursuivi l'après-midi avec le représentant de l'ONU au Mali, Mohamed Saleh Anandif, qui sera reçu à son tour. Le lundi, une réunion importante s'est tenue avec le nouveau commandant de la force française Barkhane en présence de l'ambassadeur de France au Mali, Joël Maire. Au
autour de la table. D'après les informations de RFI, les échanges ont porté sur la coopération militaire. La junte a dit qu'elle souhaitait toujours travailler avec Barkhane et toujours de sources proches de la rencontre. La délégation française a affirmé qu'elle apportait son soutien à la médiation de la CEDEAO dans la crise. La junte ne veut pas être isolée, mais elle multiplie les contacts avec les partenaires, des contacts qui se poursuivront à tout prix. La réunion en visioconférence des chefs d'État de la sous-région, prévue initialement mercredi 26 août, a été reportée de 24 heures à 48 heures. Al-Hassan Ba, au Mali, toujours la BCEAO a rouvert ses 3 agences à Bamako, Mopti et Sikasso, plus de crainte d'un étau financier sur le Mali après une suspension de 3 jours selon la banque, la suspension des activités de la BCEAO intervenue après le coup d'État mené par des militaires était une décision prise pour des raisons sécuritaires. En Côte d'Ivoire, pas de Gbagbo sur les listes électorales. L'ancien président de la République est bien radié de la liste électorale. La justice a confirmé la décision de la commission électorale indépendante rendue la semaine dernière. Aucun recours n'est plus possible devant aucune juridiction ivoirienne. Laurent Gbagbo est définitivement écarté de la compétition. En Côte d'Ivoire, toujours, le Conseil constitutionnel décidera de la question dite du 3e mandat. Selon les États-Unis, les Américains ont sorti un communiqué pour montrer leur engagement et tout leur soutien au peuple ivoirien pour des élections libres, transparentes et inclusives. Les élections à venir sont des occasions pour la Côte d'Ivoire de poursuivre son chemin pacifique vers la prospérité. Il appartient au peuple ivoirien de décider de l'avenir et du leadership de son pays, ont-ils mentionné dans ce communiqué. Bonne nouvelle pour les Africains. La poliomyélite vaincue en Afrique, une annonce de l'Organisation mondiale de la santé. Cette victoire pour la communauté internationale a été obtenue après 4 années consécutives sans cas déclarés et des efforts massifs de vaccination des enfants. Un récit signé Fat Bintou Conté. Le fléau de la poliomyélite, cette maladie contagieuse qui provoque des paralysies irréversibles chez les enfants atteints, a été éradiqué du continent africain, annoncé ce mardi 25 août l'Organisation mondiale de la santé. Cette victoire pour la communauté internationale a été obtenue après 4 années consécutives sans cas déclarés et des efforts massifs de vaccination des enfants provoqués par le poliovirus sauvage. La poliomyélite est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse qui touche principalement les enfants, attaquant la moelle épinière et pouvant provoquer une paralysie irréversible. Elle était endémique partout dans le monde jusqu'à la découverte d'un vaccin dans les années 1950. Les pays les plus riches y ont eu rapidement accès, mais l'Asie et l'Afrique sont restés longtemps d'importants foyers infectieux. En 1988, l'Organisation mondiale de la santé dénombrait 350 000 cas à travers le monde et encore plus de 70 000 cas rien qu'en Afrique en 1996. Mais grâce à une rare prise de conscience collective et à d'importants efforts financiers, 19 milliards de dollars sur 30 ans, seuls 2 pays du monde comptent aujourd'hui des contaminations par le poliovirus sauvage. L'Afghanistan, 29 cas en 2020 et le Pakistan, 58 cas. Épicentre de la maladie dans le monde au début des années 2000, le Nigeria, géant africain de 200 millions d'habitants, figurait encore il y a peu à leur côté. Fadmin Toukonte, merci. Nous terminons avec cette affaire de Navalny, l'opposant russe empoisonné. La France et l'Allemagne dénoncent l'acte criminel perpétré à l'encontre d'Alexei Navalny. Les Allemands réclament d'ailleurs des Russes une enquête rapide et transparente, indique le Quai d'Orsay Chatidian Diaw. C'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Modofal, Fatidian. C'était là la première tasse de ce matin. Une première tasse actu qui, comme d'habitude, est bien digeste. Tout de suite, retrouvons Mortal Agaï pour la revue des titres. 6h passées de 45 minutes, c'est l'heure de découvrir la une des quotidiens de ce mercredi 26 août 2020. Bonjour Mortal.